Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue sur Equinox Télévision. Nous sommes le samedi 23 mars 2019. Babila, bonsoir. Good evening, Nadine. Thanks, ladies and gentlemen, for joining us on this edition of the Bilingual Primetime Newscast on Equinox Television, live from our headquarters in Cameroon's economic capital. Dwelling our top stories in this edition of the news, the indomitable Lions of the Republic of Cameroon grabbed their qualification ticket for the 2019 Africa Cup of Nations. The boys of Coach Clarence Seedorf beat the Comoros Island players by 3-0 today at the Amadou Ahidjo Stadium in the nation's political capital, Yaoundé. And also in this newscast, we will tell you the disturbing story of a 70-year-old internally displaced widow. She is in a critical health condition, begging for help. À la une de ce journal, les Lions indomptables du Cameroun rugissent et décrochent leur ticket de qualification pour la CAN Égypte 2019. Ils ont réussi à s'imposer ce samedi en laminant les Comores sur le score de 3-0. Une rencontre où les performances des joueurs n'ont pas laissé indifférents les supporters. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Des experts en décentralisation relèvent de nombreuses insuffisances dans le projet de loi relatif aux conseillers régionaux au Cameroun. Ils estiment par exemple que la répartition égalitaire que fixe le gouvernement ne semble pas du tout pertinent au regard de la configuration des régions au Cameroun. Plus de précisions dans ce reportage de Guizogo. Le projet de loi fixant le nombre, la proportion par catégorie et le régime des indemnités des conseillers régionaux qui vient d'être déposé par le gouvernement sur la table des députés est minutieusement scruté. Pour l'expert en question de décentralisation, Barthélémy Komtuente, ce projet de loi apporte d'abord la certitude de la tenue imminente des élections régionales. Ce projet de loi augure l'imminence de l'organisation de l'élection des conseillers régionaux. Ce qui est une bonne chose. Vous savez, depuis que la Constitution a institué les régions, on attend. Et je crois que le gouvernement, cette année, va franchir le cap et organiser ces élections régionales. Pour autant, il n'hésite pas à questionner le nombre de conseillers régionaux, soit 900 au total. Le chiffre est d'abord élevé. Parce que quand vous lisez le projet de loi, le gouvernement se base sur une répartition égalitaire. Or, pour moi, ça ne me paraît pas pertinent. Parce qu'une répartition égalitaire des conseillers régionaux ne paraît pas pertinent à partir du moment où les régions n'ont pas la même configuration. Selon lui, la réalité de la région du centre semble avoir été reproduite sur le reste du pays. Le nombre de 70 pour les délégués départementaux correspond exactement au nombre de communes qu'il y a dans la région du centre. Et quand vous allez plus loin, on se rend compte que le nombre de 20 conseillers régionaux pour le collège des chefs traditionnels correspond aussi à 2 conseillers par département, puisque le centre a 10 départements. Arguant de la nécessité de faire correspondre le nombre de conseillers régionaux au poids démographique, l'analyste pointe les errements du gouvernement. On a l'impression que le gouvernement s'est mis un peu dans la mouvance des sénatoriales. Ça se justifie qu'au Cameroun, chaque région ait 10 représentants au Sénat. Mais le cas des conseillers régionaux qui vont siéger dans des régions autonomes, on ne devrait pas étendre ça à cette dimension. Au final, pour l'expert en question de décentralisation, tel que ce projet de loi est élaboré, l'efficience lui fait défaut. Au lieu de privilégier l'efficacité des débats au sein du Conseil, on privilégie plutôt l'allocation de certains postes aux gens pour avoir des rentes protocolaires. Ce qui est dommage parce qu'on ne peut pas évoluer avec ça. Les députés vont-ils à leur tour s'emparer de ces interrogations pour retoquer ce texte? Seuls les débats en plénière lors de son adoption le diront.
Et le ministre des Transports donne un mois aux promoteurs d'auto-écoles pour se conformer à la réglementation en vigueur. Jean-Enes Massenangale Bibeye vient de lancer une opération de numérisation du fichier des centres de formation en conduite automobile. Les récalcitrants verront leur autorisation d'ouverture simplement suspendue. Le reportage de Marcelin Gansop. C'est un autre front que vient d'ouvrir le ministre des Transports en décidant de monter d'un cran dans l'assainissement et la numérisation du fichier des établissements de formation à la conduite automobile. Dans un communiqué, Jean-Ernest Massenangale Bibeye donne un mois aux promoteurs d'auto-école pour déposer dans ses services un certain nombre de pièces. Il s'agit, pour ce qui est du matériel roulant, des photocopies des cartes grises des véhicules écoles, des certificats de visite technique et la police d'assurance des 10 véhicules et de ceux de tout autre engin affecté pour la formation des apprenants. Pour le cas des moniteurs, il est attendu les photocopies de leur CNI, permis de conduire et certificats d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur. Des documents qui, une fois compilés, doivent être déposés dans les délégations départementales des transports, au plus tard le 14 avril 2019. Dans son communiqué, le patron des transports met en garde ceux des promoteurs d'auto-école qui vont jouer au petit malin. Leurs établissements de formation seront considérés comme clandestins et les décisions d'ouverture purement et simplement retirées. Une mesure salutaire puisque plusieurs aventuriers ont investi le champ de la formation à la conduite automobile, rendant les auto-écoles complices des accidents de la circulation qui se multiplient sur nos axes routiers. Il est désormais question de savoir qui est qui et qui fait quoi dans ce secteur hautement sensible. Un automobiliste bien formé est un bénéfice pour toute la communauté. Reste à espérer que les promoteurs qui sont réfractaires au changement seront effectivement mis hors d'état de nuire. Des actions similaires antérieures n'ayant pas toujours porté les fruits escomptés. Plusieurs ministres s'étant succédés au département des transports sans réussir à assainir ce secteur. Hier, c'était les agences de voyage clandestines. Aujourd'hui, ce sont les auto-écoles qui sont dans le viseur. En santé, les adolescents, les détenus ainsi que les malades du VIH sont la cible de la tuberculose au Cameroun. En 2017, plus de 5000 personnes ont été déclarées positives dans la région du littoral. Des campagnes de sensibilisation engagées il y a quelque temps ont eu pour objectif de réduire cette prévalence. Des informations communiquées hier vendredi à la veille de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Le reportage de Mathilde Kemazo, Flavien Valondongo. La tuberculose est l'une des 10 principales causes de décès dans le monde et par ailleurs la plus meurtrière des maladies infectieuses. Au Cameroun, la tuberculose peine à être éradiquée à cause de la mauvaise stratégie de communication mise sur pied par le personnel en charge de combattre la maladie sur le terrain. Les partenaires nous disent que c'est parce que nous n'avons pas atteint les bonnes cibles. Donc depuis, on est en train de s'atteler pour vraiment aller vers les cibles. Les bonnes cibles, c'est-à-dire les enfants, et les personnes vivant avec le VIH et puis les prisonniers également. Les adolescents qui sont davantage la cible de cette pathologie contractent les bactéries parce qu'ils vivent très souvent dans la promiscuité. La promiscuité pour nous c'est quoi? C'est les environnements étroits, exigus dans lesquels il y a 17 personnes, 20 personnes. Et puis parfois c'est très mal aéré. Vous savez, c'est dans des conditions pareilles que très souvent on attrape la tuberculose. C'est donc cette cible qui gonfle les chiffres des différents malades recensés dans la région du littoral en 2017. Nous étions autour de 5179 cas de tuberculose dans la région du littoral, contre 23 747 pour tout le Cameroun. Cette régression, somme toute minime, de la prévalence de la tuberculose dans la région du littoral démontre à suffire que les efforts sont encore à faire pour parvenir à mettre hors d'état de nuire cet autre tueur silencieux qui affectionne aussi les personnes vivant avec le VIH-Sida. La prise en charge de la tuberculose est gratuite, précisent des médecins, qui suggèrent que toute personne qui tousse sans cesse durant environ 2 semaines se rende dans un centre spécialisé de traitement de la tuberculose au Cameroun. Et précisant que la journée mondiale de lutte contre la tuberculose se célèbre ce dimanche 24 mars 2019. Dans le reste de l'actualité, le difficile combat de l'enregistrement des actes de naissance se pose également dans la région de l'Ouest Cameroun. Dans certains départements, environ 50% d'enfants n'ont pas d'acte de naissance, un document pourtant capital. Cette situation se justifie par la négligence et même l'ignorance de certains parents.
Invités dans cette partie du pays, les députés juniors ont pris l'engagement de mener une campagne de sensibilisation. Leclerc Sakem. L'acte de naissance est le premier diplôme de l'enfant. C'est restant dans cette logique que les 40 députés juniors de la région de l'Ouest ont été conviés à un atelier de sensibilisation et de formation sur l'enregistrement des naissances. Pendant 3 jours, ils ont été édifiés sur les procédures qui concourent à l'obtention de ce papier qui permet de conférer à un individu une nationalité. Le ministère des Affaires sociales en appelle ces députés juniors à être des ambassadeurs d'une cause humanitaire. Nous avons pendant 3 jours permis à ces enfants de nous éclairer sur la manière dont la problématique de la naissance se présente. Et je ne trahirai ça pas en secret pour dire que certains vous disent qu'ils n'ont même jamais vu leur propre acte de naissance jusqu'à cet âge. Et troisièmement, il était question d'asseoir une stratégie. C'est pour ça que nous sommes arrivés à des plans d'action qui devront permettre à ces enfants, dans les prochains jours, d'aller vers les autres enfants, vers leurs parents et vers les autorités pour pouvoir renforcer le plaidoyer, les amener à comprendre pourquoi il est important de faire établir les actes de naissance. Nous souhaitons que la région de l'Ouest puisse effectivement sortir du cadre de ces régions qui connaissent un faible taux d'enregistrement des naissances. Nous avons des chiffres qui démontrent que certains départements sont à des taux de moins de 50% d'enregistrement des naissances. Nous souhaiterions qu'avec ce mouvement, que les consciences soient davantage éveillées et réveillées. Les attentes sont nombreuses. J'attends de cette députée junior de descendre sur le terrain, sensibiliser leurs camarades, ensuite les parents et les autres responsables de la place pour œuvrer à ce que tous les enfants puissent avoir leurs actes de naissance, qui est un document très important et très capital dans la vie de chaque enfant. Ces élus du peuple junior entendent mener une campagne de proximité pour solutionner le problème. Après cet atelier de formation, je suis amenée à aller voir mon chef d'établissement afin qu'ensemble nous puissions instituer au lycée une causerie éducative pour pouvoir enseigner les enfants sur l'acte de naissance, leurs droits et leurs devoirs. 3 enfants sur 10 dans la région de l'Ouest n'ont pas d'acte de naissance du fait de la négligence, de l'éloignement des centres d'état civil et de l'ignorance, ce qui constitue une entrave à leur plan de développement, car sans document d'identité officiel, ils ne peuvent pas franchir un certain niveau d'études ou prétendent appartenir officiellement à une communauté. Et la société civile tire la sonnette d'alarme après les récentes augmentations des prix des produits de première nécessité. Elle juge inopportune cette hausse, ceci au regard de la situation économique morose et même sécuritaire au Cameroun. Et la société civile déplore également l'inertie du gouvernement et même l'attitude de certains commerçants véreux qui entretiennent la spéculation. Innocent Abega et Xavier Foucault. Les récentes augmentations du prix de la bière, ainsi que ceux des produits de première nécessité tels le riz, le poisson et le sucre, sont selon des observateurs avisés les conséquences de la politique fiscale au Cameroun. La conséquence principale est la baisse du pouvoir d'achat des ménages, les salaires étant eux restés statiques. L'État devrait donc prendre des mesures. La pression fiscale faite sur les entreprises est répercutée directement sur le consommateur final. Nous n'en pouvons plus. C'est pourquoi nous demandons à l'État en retour de prendre des mesures palliatives. Rien n'est subventionné. La demande en sucre au Cameroun est estimée à environ 300 000 tonnes par an pour une offre d'environ 150 000 tonnes. Une situation qui crée inévitablement l'inflation sur le marché. La cause ? Une seule entreprise en charge de produire le sucre n'est pas à même de répondre aux besoins de la population. On invite l'État à tout faire pour briser le monopole octroyé à une entreprise. Le monopole ne bénéficie pas aux consommateurs. Quand une entreprise a promis doubler sa capacité de production et qu'elle ne le fait pas et qu'elle préfère faire des marges en vendant des clients qui se trouvent dans la zone CEMAC au Tchad, en RCA ou bien au Gabon, en délaissant le marché national, la spéculation devient évidente et le consommateur camerounais est aux abois. Le prix du transport Uber ne déroge pas à cette situation. Le prix du taxi est passé en l'espace de 10 ans de 150
150 francs à 250 francs CFA. Le transport, le taxi coûtait en 2850 francs. Aujourd'hui, c'est 250 francs CFA dans les villes où il y a le taxi. Ailleurs, où il y a la moto-taxi, la course, c'est notamment pour une transit. Un point à l'autre, c'est 200, 300, 400, 500. Nous disons que ça ne va pas. Au finish, cette situation est causée par un mélange de pénurie et d'inflation choisie par des commerçants véreux. La Fondation camerounaise des consommateurs invite le gouvernement à se saisir de toutes ces questions, à prendre ses responsabilités afin que le consommateur camerounais retrouve un pouvoir d'achat adéquat. En culture, quel avenir pour les artistes musiciens camerounais? Cette question se pose au regard des difficultés et le flou qui entourent la gestion du droit d'auteur et de l'art musical. Du coup, très peu d'entre eux profitent des retombées de leurs œuvres et cette situation amène des artistes à se reconvertir ailleurs. Dallas Chana et Kediara. La musique camerounaise jadis classée parmi les meilleures au monde tend à reprendre du poil de la bête ces dernières années. Les artistes de la jeune génération, tels de nouveaux ambassadeurs, ont réussi à hisser au top des classements étrangers, cet art pour lequel beaucoup consacrent toute une vie. J'applaudis mes frères, ils travaillent très bien. Et je crois que c'est aussi un élément motivateur qui m'a attiré. Final, mais arrête d'être loin des autres, parce que ce qu'ils font là, c'était ça le but, c'était qu'on arrive à un niveau où aujourd'hui tu ne peux pas t'en passer d'un CD camerounais. Les locaux, les Mr. Léo, c'est des gars, les Daphné, oulala. Pourtant, si la renommée de ces artistes n'est plus approuvée, ils profitent très mal des retombées financières de leur art sur le plan national. On a l'impression que c'est des personnes non productives qui parlent de ce problème et qui, entre guillemets, font la loi là-bas. Il faut que nous, on s'implique pour dire que ça ne peut plus continuer comme ça. Le droit d'auteur, ce n'est pas une œuvre sociale. Elle est là pour tous les musiciens. Celui qui veut y adhérer, y adhère. Mais la vérité est qu'elle ne fonctionne pas assez bien. Tu produis, on doit te payer. Ce n'est pas parce que tu fais du bruit qu'on doit te payer. Et c'est ce qui se passe. Un groupe comme X-Malaya qui produit quand même et qui tourne depuis 12 ans aujourd'hui, quand vous voyez ce qu'on me donne. Un état de choses qui a poussé quantité de chanteurs tels que Final D à se reconvertir. À un moment donné, j'ai quitté la scène parce que j'ai eu des frustrations avec la société de droit d'auteur qui devait normalement distribuer les droits d'auteur à cette époque-là. Je fais Niglet qui est un succès planétaire et on me donne 83 francs. Je suis très sérieux. 83 francs. Pour contourner cette difficulté, les artistes pensent désormais à s'entourer de bonnes personnes, mais surtout à ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. Les jeunes aujourd'hui qui sont en train de faire du bon travail, qui chauffent, et les musiques que j'aime beaucoup, se sont entourés de bons conseillers. Et pour un premier temps, la plupart sont à la SACEM en France. C'est pour ça que c'est aujourd'hui motivant de continuer à faire le travail, le temps qu'on installe les réelles sociétés de droits d'auteur au Cameroun. Il faut rajouter à la liste de ces stratégies des choix à répétition faits au pays, mais surtout à l'international, car sur le territoire, l'absence de salles de spectacle ne leur facilite pas du tout la tâche. À l'échelle des insuffisances qui minent l'industrie musicale au Cameroun, il y a aussi la piraterie qui a réussi à déstabiliser le marché du CD. Les querelles intestines et la rivalité en n'ont plus finir. Pour résoudre ce dernier point, quelques-unes des plus belles voix de la musique camerounaise, Armand Biyak, Final D, Andy Djemea et Roger Samnik, se sont unis autour du projet dénommé Atna, afin de donner un coup d'accélérateur à la musique. Quelque part, la musique camerounaise n'était pas fortement représentée dans le bon sens, je veux le dire, parce que, je ne vais pas citer les contemporains, mais tous on est conscients qu'il y avait un problème. Maintenant, aujourd'hui, où ce genre de projet arrive, ce genre de futurisme naissent, c'est pour que tous on puisse avancer, tous on puisse être au plus haut niveau, comme on l'a toujours été d'ailleurs. L'album issu de cette collaboration est sorti ce mercredi, une galette musicale de 7 titres.
L'actualité sportive à présent, le Cameroun décroche haut la main son ticket de qualification pour la CAN Égypte 2019. Les Lions indomptables du Cameroun ont battu ce samedi les Comores sur le score de 3-0 au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Les réalisations portent les griffes de Eric Maxime Choupo-Moting à la 33e minute de jeu, Christian Bassogok à la 52e et de Clinton J à la 87e minute de jeu. Le Cameroun sera donc bel et bien représenté en Égypte pour la 32e édition de la CAN. Les Lions pourront donc ainsi défendre leur titre de champion d'Afrique conquis au Gabon en 2019. Et précisons également que selon le coach Clarence Seedorf, le match a été jugé bon niveau, bon niveau technique d'après le coach Clarence Seedorf. Et précisons également que malgré la défaite 0 but contre 3, les Comores ne perdent pas tout espoir de qualification. Ils attendent donc ainsi une éventuelle décision du TAS pour obtenir le ticket pour la CAN Égypte 2019. À présent, se publie un reportage avant la deuxième partie de ce journal. Les étudiants de la 3e promotion dénommée Young Leader de l'Institut supérieur de management de l'entrepreneuriat de Douala viennent de recevoir le parchemin de fin de formation. Ils sont désormais aptes à faire valoir leurs compétences grâce à une formation de pointe reçue en partenariat avec l'exécutif NBA canadien ESG ICAM. Reportage. Les étudiants ayant bénéficié du programme exécutif MBA de l'ESG UQAM délocalisé à l'IME de Douala ont reçu leur diplôme de fin de formation. Une formation des dirigeants aptes à faire valoir leurs performances partout dans le monde entier. Je pense qu'avec le monde économique, au niveau de la turbulence, au niveau de la concurrence, au niveau de la compétition, le fait qu'on est de plus en plus mondialisé, il est certain que les cadres ont besoin d'être formés, mieux formés qu'il y a un certain nombre d'années, être au même diapason que les autres gestionnaires qui œuvrent dans le monde. Donc, il y a une formation qui est commune ici, il y a un MBA. Je pense qu'il y a une façon de voir les choses qui est commune un peu à travers le monde, à travers ce MBA-là. Donc, ça fait que ces Camerounais sont au fond préparés pour travailler, non pas seulement au niveau national, mais au niveau international. La sortie de cette 3e cohorte, dénommée Young Leaders, désormais dotée d'un diplôme canadien, vient ainsi confirmer toute la richesse du partenariat UQAM-IME. Un partenariat qui s'inscrit dans le cadre de la coopération entre le Cameroun et le Canada dans le domaine de l'éducation. C'est un partenariat pour lequel nous sommes assez satisfaits parce qu'il nous a permis de mettre sur le marché, d'offrir aux entreprises camerounaises des cadres très bien formés au niveau standard international. Satisfait parce que grâce à ce partenariat, nous avons pu aussi améliorer la qualité de nos formations en interne pour les autres programmes qui ne relèvent pas directement de ce partenariat, mais l'échange avec l'UQAM nous a permis d'améliorer la qualité de nos formations et donc d'améliorer la qualité des produits que nous mettons sur le marché pour les entreprises camerounaises. Quand je parle de produits, il s'agit bien sûr de nos étudiants. L'excellent travail abattu par cette 3e cohorte est le fruit de beaucoup de sacrifices consentis. Ces managers doivent être capables de relever les défis économiques du continent. Je vois en eux la détermination, la passion de savoir pour faire avancer ce pays dans les connaissances qui vont, avec les connaissances qui leur ont été apprises. Qu'ils s'inspirent de mon exemple, qu'ils soient rigoureux et qu'ils oublient qu'ils ont eu le diplôme. Le plus dur ne fait que commencer. Ces ex-étudiants, désormais cadres et véritables stratèges d'entreprise, reconnaissent tout le bien de ce partenariat qui leur a permis de se former pendant 24 mois. Si l'IME ne s'était pas donné pour challenge de nouer ce partenariat, nous serions obligés de nous déporter du Cameroun pour le Canada pour faire cette formation. Et cette formation coûte extrêmement cher au Canada et puis ceci nous aurait éloigné de nos familles pendant 2 années, ce qui est pas évident. Et donc l'IME, par la magnanimité de son directeur, M. Blaise Wafo, que je remercie au passage, a su, avec dextérité, négocier ce partenariat qui nous a permis de faire cette formation internationale sur place. Donc tout ce que je peux dire à M. Wafo, c'est merci. Tout ce que je peux dire à l'IME, c'est merci. Allez de l'avant. Le développement d'un pays étant tributaire de la qualité de ses ressources humaines, l'IME entend aller plus loin. Nous venons de rentrer dans le programme Erasmus+, qui est bien connu en Europe, qui permet la mobilité des enseignants et dans un proche avenir, la mobilité des étudiants.
On va bientôt voir les étudiants camerounais aller suivre des formations d'un semestre, par exemple, en France ou en Belgique et revenir. Tout comme nous allons donc bientôt recevoir des étudiants de ces pays européens-là qui viendront pour un semestre à l'IME. L'IME, véritable plaque tournante de la formation délocalisée, annonce pour le 19 avril 2019 la rentrée de la 5e cohorte de l'exécutif MBA canadien de l'ESG UQAM, délocalisé à l'IME de Douala. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Babila Jonathan. Right, Nadine, thanks. Dear viewers, for staying with us into the second segment of this edition of the news. We begin with the sad story of a 70-year-old internally displaced widow in the southwest region of the country. Rebecca Nje is in a critical health condition at the Boya Regional Hospital, and her treatment has been suspended as a result of financial constraints. Derek Chato reports from Boya. Maminje Rebecca gasps for breath at the Buya Regional Hospital. She was pushed out of her home in Ekuna, a town in Moyoka subdivision, Fako division of the southwest region of Cameroon, into the bush by the war. And while there in the bush, the 70-year-old widow was hit not by a bullet, but a stroke, and this has been her state. Her 13-year-old granddaughter, Akumbi Jacinta, is helpless. There is no money, and the hospital has stopped treatment on her grandmother. Today, the Marabels movement is visiting internally displaced persons admitted at the Buya Regional Hospital. Today, we are at the General Hospital to reach out to the internally displaced persons, to sympathize with them, to pray with them, and to help clean the environment. The movement also met the case of Maminje Rebecca. Whatever you have, in any way you can, please reach out to these internally displaced persons. Today we are being introduced to people who have stayed in the bushes for the past 2 years. Barrister Abbo Bala, the founder of the Center for Human Rights and Democracy in Africa, is also informed through that medium of the critical situation of this internally displaced mother. He came and saw where the Anglophone crisis has kept Maminje Rebecca and her granddaughters, who are also orphans. So when I got the call and that they needed about 70,000 to pay for just the CT scan, so I had to rush here to at least try and provide the money for the CT scan, and also to see how we can raise money to support her. She's in a very dire and a very desperate situation. I think you would have seen the video that Equinox has just taken of her, and also the kids, she's there with a grandchild and another, I think, relative. So whoever can help in supporting her, we would really appreciate it. These interventions are coming just to start the treatment, reason why the family is pleading for help. And it is the wish of Jacinta that one day her grandmother should be able to blink her eyes and call her name again. And as the Anglophone crisis deepens further, hundreds of thousands of persons displaced by the socio-political and security tensions, their conditions continues worsening. Their situation continues worsening, with many of them living in very difficult, precarious, and even deadly conditions, like Rebecca Nje, the 70-year-old internally displaced widow. And added to the socio-political and security crisis hitting the two Anglophone regions of the country is the problem of water crisis, which is hitting several parts of the country, as well as the northwest regional chief town, Bamenda. Mbu Stella reports. The need for quantity and quality water has remained a huge demand by the population of Bamenda. This is due to the water crisis that has been plaguing the region for years. Despite strides made by experts in the water resources and energy sector, nothing much has changed, as the results have been described as detrimental to the health of the local population. It's really an embarrassment, because at one point in the city of Bamenda, there was a lot of digging every day, digging of trenches,
and we later got to understand that it was to bring water, because water is life. Unfortunately, after all the digging, Bamenda is still very much unsafe with water, because after the digging and the planting and the displacement of tanks and whatever, we still suffer the threat of diseases of water, given that some of the water that we fetch and drink carries a lot of dirt, a lot of soil, sometimes so reddish that we find difficulty to cope with it. I'm afraid to cook food, I'm afraid to wash plates, even my child's napkin. It stains it, makes it dirty, so it's really horrible. The demand for the precious liquid remains relatively high in households in particular and communities in general, as even the little that flows from taps leaves nothing to be desired. In all these, local inhabitants have devised ways of coping with what is supplied in order to minimize the health risks that comes with consuming water of doubtful quality. We develop some domestic attitudes, some domestic self-methods by boiling extra. Now you fetch the water looking reddish, looking dirty, you have to let it settle sometimes, and then you boil to a certain degree and keep before you can drink, else water ceases to be life. I normally work with a local filter. I'm using it to filter my water. You can see it for yourself. Look at the color of the cotton inside the funnel. I've not even filtered up to a liter of water and the cotton is already dirty. For about 2-3 years now, I'm using bottled water, and sincerely it has been helpful. Inhabitants say for Cameroon to meet the aim of the Sustainable Development Goal number 6, which is aimed at ensuring availability and sustainable management of water for all by 2030, experts charged with the supply of water must work on the quality of water delivered to the local population. Consumers in the Republic of Cameroon are decrying the increase of prices of basic commodities on markets across the country. And meeting today in the economic capital, Douala defenders of consumers' rights said that the increase in prices of basic commodities in the market is the direct consequence of the 2019 finance law, and they called on governments to do everything possible to raise the purchasing power of Cameroonians. For me, Armstrong Sander has more. Observers say the recent increase in beer prices as well as prices of basic necessities like rice, fish and sugar is the direct consequence of the 2019 finance bill in Cameroon. The principal consequence on the population is the fall in the purchasing power of Cameroonians since income or salaries remain static. Alphonse Aïssi, the president of Cameroon Consumers Foundation, said the increased tax on enterprises is transferred directly to consumers. La pression fiscale faite sur les entreprises est répercutée. He said consumers can't continue to bear the huge tax burden, especially considering the fact that nothing is subsidized. The demand for sugar in Cameroon, for example, is estimated at 3,000 tons yearly, with just 150,000 tons available, thereby creating inflation, as just one enterprise is given the responsibility to produce sugar, though it is unable to meet up with the huge demand. On invite l'État à tout faire pour briser le monopole octroyé à une entreprise. Consumers frown at the monopoly given to such enterprises in Cameroon and called on governments to facilitate competition. They say consumers are paying the heavy price as monopoly favors speculation and consumer exploitation. The transport sector is not left out, as taxi fare in Cameroon, for example, has moved from 150 francs CFA to 250 francs within 10 years. In 2008, taxi fares in Cameroon used to be 150 francs CFA, and today, Cameroonians pay at least 250 francs CFA as taxi fares in places where there are taxis, and even more in places with no taxis. In essence, the situation is caused by a couple of factors, including inflation created by unscrupulous traders. Cameroon Consumers Foundation is calling on the government to assume its responsibility in order to give an adequate purchasing power to consumers across the country.
Coming up, we tell you why you should visit the dentist to check up the health state of your teeth at least once every year and not when you have pains. A great proportion of the world's population is affected by tooth-related health problems, including tooth decay, cavities, gum diseases, and oral cancer. Close to 60 to 90% of the world's population suffer from tooth decay. It is almost the same in Cameroon, notably in rural areas. Having to visit the dentist regularly is not the appointment everyone looks forward to. Many people visit dentists only when they have pains. Medics say it is one of the most important ones to be kept. When you don't visit the dentist once every year, you can have tooth decay or cavities that can develop into tiny openings or holes. But if you visit the dentist yearly, these problems can be detected at an early stage. But the more you delay and come to the dentist when you already have pains, you will spend more. How to brush the teeth is yet another issue. We are supposed to brush our teeth 2 times a day, in the morning after the breakfast and not before. Use a soft toothbrush. Change it after 3 months. Use a good toothpaste and brush for at least 2 minutes. Utiliser un bon dentifrice, c'est-à-dire un dentifrice qui contient une quantité suffisante en fluor. Dental professionals are not only concerned with fixing teeth, they also clean your teeth and check for abnormalities that could trigger larger health issues in future. October 2017 presidential election, 2018 presidential election candidate Franklin Ntifon comes out of his zone of silence close to 6 months after the presidential election in the country last year. In a press conference in Douala today, the presidential candidate for the Cameroon National Citizen Movement said he stayed quiet to study the country, its activities and administration, and the general environment which he claims was a new study ground. And Prophet Franklin Ntifon also told the press that the 2018 presidential election, which did not favor him, was the start of a study and experience which he believes will help him to obtain victory in the upcoming municipal, legislative and perhaps the regional elections with his new movement, the National Program for Peace in Cameroon, NPPC. And of course, his aim remains to change Cameroon with the light of God. And the religious leader and politician believes only a frank dialogue between government and Anglophone leaders can put an end to the armed conflict in the northwest and southwest regions. Prophet Franklin Ntifon added that for now, only the head of state, Paul Biya, has the key to the socio-political crisis hitting his country. And out of Cameroon, the United Nations organization has set the final casualty figure after the tropical storm which tore through southern Africa more than a week ago will only be known once the flood waters have receded or moved away. At least 417 people have been declared dead in Mozambique by the country's land and environment minister. The new figures put the overall death toll at about 700 people across Mozambique, Zimbabwe, and Malawi. And the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs said today that the Buzi and Zambezi rivers were at risk of breaking their banks again.
And in sports, the Indomitable Lions of Cameroon have qualified for the 2019 Africa Cup of Nations billed for Egypt. They grabbed their qualification today after defeating the Comoros Island boys by 3-0, and the 3 goals were scored by the team captain Eric Maxime Choupo-Moting, and of course the Christian Basogok, and of course Njie Clinton, who scored the 3rd goal in that encounter at the Amadou Aïdjo Stadium in the nation's political capital, Yaoundé, earlier today. And that's it for this edition of the news on Equinox Television. Thanks, ladies and gentlemen, for staying with us. Good night. Good night, Nadim. Good night, Babila Jonathan. Fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.